Que fait l'Union européenne en matière de lutte contre la violence faite aux femmes ? Je reçois aujourd'hui pour en parler Michail Tokdemir et Salomé Liméry de la Maison de l'Europe de l'Air. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné d'Alix Moujar, vice-présidente jeunesse business professional woman d'Évreux et fondatrice des éditions Déclic. Bonjour. Bonjour. Alors Michail Tokdemir, d'abord, une femme sur 3 en Europe a déjà subi des violences physiques et ou sexuelles. L'Allemagne est, d'après les données d'Eurostat, un des pays les plus touchés par ce phénomène et par les féminicides. En 2017, par exemple, 189 Allemandes ont été tuées par leurs partenaires, 123 Françaises, 84 Roumaines, 70 Anglaises et enfin 65 Italiennes. Ça, c'est pour les chiffres. La législation dans chaque État est différente. Elle est plus ou moins stricte en fonction des pays. Est-ce que ça peut expliquer de tels chiffres ? Effectivement, il y a beaucoup de différences entre les différents pays européens et ça peut expliquer surtout qu'il n'y a pas une législation commune au niveau de l'Europe et donc la sensibilisation dans les pays n'est pas la même, la formation des policiers n'est pas la même, la formation des citoyens, pareil, sur ces questions-là n'est pas du tout la même. Donc oui, ça explique beaucoup. Si on avait peut-être une législation commune au niveau de l'Europe et qu'on avançait vers un même objectif avec les mêmes façons de sensibiliser, peut-être que les chiffres seraient différents. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur le cas de l'Espagne. C'est un pays qui a fait de nombreuses avancées sur cette question. Le nombre de féminicides y a diminué nettement, mais il a fallu une prise de conscience collective. En 1997, une mère de famille de 60 ans, Ana Orantes, a raconté face caméra les violences que son ex-mari lui a fait subir. Quelques semaines plus tard, on a appris qu'elle était morte brûlée vive par son ex-conjoint. L'émotion a souvent tendance à accélérer les choses, Salomé Liméry. Oui, c'est vrai que là, dans le cas de l'Espagne, il y a eu cet événement dramatique qui a fait qu'il y a eu une grosse prise de conscience en Espagne. Et l'Espagne, d'ailleurs, est un cas d'école, en fait, en Europe. Lors de notre dernier webinaire, il y a eu des discussions. On a effectivement évoqué le cas de l'Espagne qui a formé ses policiers, qui a créé des tribunaux spéciaux, qui a mis en place des mesures. Et on voit même que dans l'opinion publique, en fait, ces questions, elles sont vraiment portées. Et il y a une prise de conscience, je pense, qui est passée d'abord par la population pour ensuite remonter par la politique et par des mesures effectives et qui fonctionnent. D'ailleurs, on voit qu'en Espagne, les chiffres baissent et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors justement, Michail Tokdemir, pourquoi la France et plus généralement les autres pays européens ne s'inspirent-ils pas de ces mesures qui ont été faites en Espagne, qui existent et qui apparemment sont efficaces ? Alors, les pays s'inspirent, par contre ça prend du temps. Effectivement, on regarde ce qui se passe un peu dans les autres pays européens et surtout en Espagne, et on a bien vu que la France, avec le Grenelle sur les violences faites aux femmes, etc., pour lutter contre le sexisme, a commencé à faire bouger un peu les choses. Tout ce qui se passe sur Internet, Balance ton porc, MeToo, etc., ça part de la population et la prise de conscience, elle est là. Après, maintenant, il faut que les politiques s'en emparent et surtout, il faut aller chercher. On est des voisins européens, on a des législations qui se ressemblent, donc autant aller chercher ce qui marche ailleurs et au lieu de créer des choses, regarder ce qui se passe en Espagne et le faire en France. Alors Alix Moujar, vous participez à cette prise de conscience collective. Vous avez créé avec votre sœur Zoé un jeu de cartes baptisé Séducu pour promouvoir la santé sexuelle et de prévenir les violences sexuelles, notamment faites aux femmes. Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce jeu de cartes ? Alors moi je suis éducatrice spécialisée de métier, donc je travaillais avec des publics adolescents qui, par la force des choses, en fait on se rend rapidement compte que tout le monde subit ou agit des violences sexuelles. Donc ça a été ça le point de départ, on l'a vraiment créé avec les jeunes pour répondre à leurs premiers besoins et après on l'a étendu, on en a fait un jeu. Alors c'est un jeu qui comporte plusieurs centaines de cartes avec des personnages, des dialogues, des comportements. Comment ça se joue et surtout quand est-ce qu'on peut y jouer, à quelle occasion par exemple ? Alors d'abord c'est un escape game, donc l'escape game le principe c'est d'échapper à une pièce, et bien là en fait on va être tous les joueurs vont être réunis autour de la table pour essayer de draguer et de conclure avec un personnage. Donc on peut y jouer soit en tant que jeu de société, entre potes, en soirée, etc. C'est sympa, mais c'est aussi un outil à destination des professionnels pour faire de la sensibilisation et de la promotion de la bonne santé sexuelle auprès des adolescents.
Alors quels sont les messages que vous avez souhaité faire partager avec ce jeu ? L'idée, c'est vraiment de promouvoir la santé sexuelle, c'est-à-dire dire avant tout la sexualité, c'est cool en fait. Et si c'est pas cool, peut-être que c'est pas du sexe. Justement, ça permet de se poser la question. Donc mettre en avant le plaisir et toutes les belles choses qui peuvent se passer et prévenir les violences sexuelles. Donc du côté des personnes qui subissent potentiellement des violences sexuelles, en parlant de consentement, en parlant de plaisir, etc. Mais aussi du côté des personnes qui agissent. Toujours avec le même principe, quand c'est non, à quel moment on peut repérer que c'est oui ou c'est non, etc., etc. Donc vraiment donner des billes aux personnes, des billes concrètes, pratiques, pour avancer et pour avoir des bonnes pratiques et une bonne santé sexuelle. Et quels sont les retours que vous avez eus des joueurs ? C'est très drôle. Ils sont tous assez positifs parce que ça se passe assez naturellement. Il n'y a pas forcément de gêne parce que c'est un jeu. Ça permet énormément d'échanger et de débattre entre jeunes, entre pairs. Et ça, on n'a pas forcément beaucoup d'occasions de parler de sujets aussi compliqués sans support, quoi. Alors ça, c'est pour le grand public, mais vous proposez aussi d'accompagner les professionnels. À quels professionnels vous adressez-vous ? Alors à tous les professionnels de l'éducation, d'abord, pour promouvoir la santé sexuelle en classe, par exemple, qui est obligatoire aujourd'hui en France. Aussi tous les travailleurs sociaux qui accompagnent plein de publics sur le terrain. Et les professionnels de la santé, aussi les infirmières, par exemple, les psychologues, etc., etc. Tous ceux qui sont au contact des jeunes et qui, potentiellement, sont en situation de faire des ateliers de sensibilisation, etc. Alors on voit dans certains pays comme la Pologne que les droits des femmes sont attaqués. Aujourd'hui, il est devenu par exemple quasiment impossible d'avorter en Pologne. Quels sont les moyens de pression dont dispose l'Union européenne, Salomé, pour faire respecter la Convention d'Istanbul ? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cette convention ? Alors, la Convention d'Istanbul, donc, qui a été créée en 2014, c'est le traité le plus avancé en matière de protection des femmes. La Convention, en fait, elle permet d'activer 3 leviers en fait, que l'Europe a pour lutter contre ces violences. Premièrement, c'est prévenir ces violences. C'est donc du coup pour les prévenir, expliquer d'où elles viennent, qu'est-ce que sont les violences, en fait, en donner une définition. Et expliquer que on sait très bien que c'est des violences qui existent depuis longtemps, qui sont structurelles, qui sont systémiques et qui sont basées en fait sur cette idée d'une inégalité entre les hommes et les femmes. Et du coup, pour prévenir cela, la chose déjà qu'il faudrait faire, c'est dire que il y a égalité entre hommes et femmes et ça doit être acté dans tous les domaines. D'ailleurs, au niveau du Parlement européen, il y a une commission en fait qui a pour but pour que à chaque loi qui soit votée, qu'elle soit examinée et que du coup, elle respecte totalement cette égalité. Ensuite, la deuxième chose que la Convention fait, c'est de soutenir et d'accompagner les victimes. C'est-à-dire d'avoir des établissements, d'avoir des choses qui sont faites pour que les victimes puissent être accompagnées. Et la troisième chose, c'est poursuivre les agresseurs. C'est que ces violences soient reconnues, prises en charge par les personnes, les autorités en fait, et que du coup les agresseurs soient poursuivis, qu'ils ne soient plus en contact aussi avec ces femmes qui sont victimes de violences. Ensuite, pour répondre à la question, c'est vrai qu'il y a eu le cas de la Pologne et de cet accès quasiment impossible en fait, à l'avortement pour les femmes qui est violent, hein, c'est une forme de violence en fait. Et du coup, il y a eu beaucoup de manifestations, les gens se sont soulevés et ça a provoqué une sorte d'onde de choc dans l'opinion publique en fait. Comment c'est possible qu'un pays européen, où on dit que l'Europe est quand même l'endroit le plus, le continent le plus progressiste, que ça, ce soit toujours possible. Donc, la Convention d'Istanbul, certains pays l'ont signée et ratifiée, c'est-à-dire qu'elle est dans le droit, et certains pays l'ont seulement signée, mais pas ratifiée. Et c'est le problème de ces pays-là qui ne signent pas parce que à l'intérieur de la Convention d'Istanbul, il y a cette notion de genre, en fait, de dire que on a un genre, et ça, ces pays-là sont dirigés par des gouvernements qui sont très conservateurs et ne sont pas d'accord avec ça. Donc, effectivement, comment lutter pour ça, c'est assez compliqué. Quand on est en Europe, on marche à 27, hein, on discute à 27. Donc le but, ce serait d'essayer de faire avancer l'opinion publique, de prouver aux gens que ça peut apporter des choses. Et puis après, il y a ces questions aussi, on en a parlé avec le plan de relance, de conditionner les aides publiques au respect de l'état de droit et donc du coup au respect de plusieurs aides. Et ça, c'est une question qui est toujours un petit peu en suspens. On essaie de voir et effectivement on aimerait bien que cette situation qui est assez dramatique puisse se résoudre pour la Pologne et pour d'autres pays où les droits des femmes ne sont pas vraiment respectés aussi ou alors sont fortement en danger. Alors une dernière question rapidement pour terminer. Qu'est-ce qui permet de garder espoir sur cette question-là ?
La mobilisation des citoyens, déjà, en Pologne, il faut voir la mobilisation des citoyens et des citoyennes, de tous. Ensuite, il faut se dire qu'il y a des garde-fous comme le Parlement européen, par exemple, et qu'on a nos députés qui sont à nos portes, et il faut jamais hésiter à aller les voir et leur dire attention, là, ça va pas du tout, il faut agir. Ensuite, les associations, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.